Attends. Discussion. Okay. Comment est-ce qu'une personne se mérite votre vulnérabilité? Ouais, si tu veux, vas-y. Je suis quand même vulnérable avec n'importe qui. Je suis très proche de mes émotions. J'ai pas peur non plus de mes émotions du tout. J'ai pas le choix un peu non plus. Avec le métier que je fais, j'ai l'impression que ça va de soi un peu, que je suis habituée depuis que je suis jeune à montrer ce côté vulnérable-là quand je pleure. Puis, contrairement à beaucoup de comédiens que je côtoie, genre, j'ai pas l'impression que je donne une partie de moi non plus. J'ai juste l'impression que comme ça va de soi, que s'il faut que je pleure, il faut que je sois triste, et donc je pense à des choses tristes, et donc tu me vois triste. Fait que j'ai comme grandi un peu avec ça. Fait que c'est vraiment pas quelque chose qui me fait peur, ni que tu peux être un étranger puis je vais pleurer dans la rue, puis ça va donner que t'étais là à ce moment-là, puis c'est ça. Moi, c'est quand même différent, mais je pense que c'est vraiment... personnel. Là, ben, dans le sens que c'est différent pour tous. Je pense que j'ai pris l'habitude de garder mes émotions pour moi, vraiment tôt. Peut-être plus à l'adolescence, quand bon, il y a des petits chamboulements, puis des petits changements pour commencer à comprendre que notre santé mentale n'est pas si stable que ça, finalement. Puis je crois que le fait que je sois hypersensible fait en sorte que j'étais souvent embarrassée par mes émotions, puis je m'invalidais très, très, très souvent. Puis je pense que ça a fait en sorte que il y a beaucoup de trucs que je gardais pour moi pour les maintenir le plus bas possible, pour les ignorer puis me dire « OK, ça n'existe pas ». Puis je pense que c'est vraiment récemment que j'ai commencé à être vulnérable avec certaines personnes, mais je parlais avec une personne super proche de moi récemment, justement, du fait que j'étais très peu vulnérable. Puis même quand je le suis, je pense que je le laisse pas tant paraître. J'aime ça être en contrôle parce que j'ai pas été habituée à me laisser aller tant que ça. Puis j'ai beaucoup de retenue, puis je pense que ça me nuit. Mais en même temps, c'est ça. C'est quand même le fun d'apprendre à savoir qu'est-ce qui me plaît au fur et à mesure, d'apprendre à qui je peux parler de quoi, puis à identifier. C'est vraiment... Ça dépend des relations aussi. Ça dépend des triggers de mes amis, ça dépend de mes triggers à moi. Quel sujet je peux aborder convenablement, tu sais. Est-ce que c'est vraiment toi, dès le début, qui a invalidé tes sentiments, ou c'est ton entourage ou les gens que tu côtoyais qui t'ont fait sentir comme ça? Ça a vraiment été moi. Honnêtement, j'ai quand même été bien entourée là, dans ma vie. J'ai vraiment été chanceuse. Puis c'est sûr qu'à certains moments, c'était pas top. C'est ça, tant qu'il y a une bonne communication, une honnêteté puis une aise, la plupart du temps, je suis capable d'être vulnérable, mais ça me prend un petit moment avant de me laisser vivre mes émotions pleinement, là, je crois. Mm-hmm. Puis par rapport à la vulnérabilité, je pense que un peu comme toi, un peu moins aujourd'hui, mais comme j'avais vraiment beaucoup tendance à comme refouler mes émotions, puis genre pas nécessairement parler de choses et tout. Puis on dirait que dans mon cas, c'est que je l'ai tellement faite qu'aujourd'hui, c'est genre hors de contrôle. Mais hors de contrôle positivement, dans le sens que même si je voudrais genre comme cacher quoi que ce soit, je pourrais pas. Comme je vis une émotion, puis c'est comme ça se passe, puis genre ça sort. Puis si j'ai une conversation avec quelqu'un, puis je deviens émotive, ben je pleure, puis c'est comme whatever. Genre je suis en train de pleurer, puis c'est ça qui se passe, puis c'est correct. Genre. Ouais. Mais c'est définitivement un long travail, puis ça a été d'être comme, OK, je vais essayer d'arrêter de refouler ça parce que la façon dont j'agis ou que je gère la situation, c'est pas la meilleure pour moi en ce moment. Fait que genre, c'était comme, OK, qu'est-ce que je pourrais faire pour en parler un peu, essayer de décortiquer le tout sans comme garder ça à l'intérieur, sans nécessairement comme d'un coup être comme, OK, je vais parler de tout le temps, puis être le plus vulnérable possible, mais comme des petits steps, genre, I guess. Avec quoi avez-vous une mauvaise relation encore à ce jour? Ben moi, comme j'en parlais tantôt, je pense que c'est l'alimentation, là. Je faisais de la gymnastique de façon compétitive. Fait que dès un jeune âge, je m'étais fait dire de manger super santé, mon poids était calculé. Puis quand j'ai arrêté, évidemment, j'ai comme eu une prise de poids qui était juste complètement normale. Puis c'était des petits commentaires tellement anodins de mon entourage même, puis je leur en veux tellement pas, mais c'était comme « Ah, t'es plus lourde à lever » ou « Ah, t'es rendue molle », parce que j'étais tellement habituée d'être solide comme une roche, que je pense que où j'ai comme
pas bien, où j'ai mal géré ça, c'est que je me suis moi-même prise en main sans être éduquée, sans lire, sans consulter. Puis j'ai juste fait OK, parfait, je vais couper toutes les carbs, puis je vais juste m'entraîner comme une débile. Puis ça a fonctionné au début, mais évidemment, c'est la pire façon, c'est tellement pas sain. Puis ça, c'est quand j'avais à peu près comme 14 ans. Puis depuis, c'est ça, depuis 6 ans, c'est des hauts puis des bas. Puis ça va mieux, ça va beaucoup mieux. J'ai eu des passes, c'est vraiment juste plus rough où ce que je mangeais rien, puis j'étais comme à 2 doigts de m'évanouir. Il y a eu des phases où je m'empêchais de voir mes amis parce que j'avais juste pas, je voulais pas aller au resto avec mes amis, je voulais pas aller chez mes amis parce que j'avais pas le contrôle sur la nourriture qu'il allait avoir là. Puis même à ce jour, c'est encore, tout est tout le temps calculé dans ma tête. Je me lève, je pense à qu'est-ce que je vais manger pour souper, comme collation, comme si. Puis je trouve juste que c'est pas une façon saine de vivre en général. Fait que je travaille vraiment à ce que d'avoir une bonne relation. Fait que je pense que c'est ça mon plus gros travail de vie à date. Ouais. Ouais. Je relate tellement beaucoup, genre, puis c'est tellement du contrôle, puis je pense que ça serait l'alimentation aussi, mais ça va vraiment par phase, comme il y a des périodes où c'est vraiment comme, j'y pense même plus, mais quand ça revient, c'est comme l'enfer, comme je peux pas manger comme il faut, genre dans le sens de comme manger même pas un repas complet par jour pendant comme une semaine ou 2, puis après ça, je suis comme, oh my God, qu'est-ce qui vient de se passer? Genre, on dirait que c'est comme une genre de bulle qui se passe, puis après ça, ben, ça revient comme ça. Puis quand il y a des périodes comme ça, je suis comme, OK, là, il faut que j'écris, genre, tout ce que je vais manger, puis que je planifie tout parce que je me sens mal de ne pas avoir bien mangé. Puis c'est vraiment comme en genre de vague. Puis après ça, il y a comme des moments après ça où je suis comme, ah, mais là, je peux pas tout contrôler. Fait que là, genre, je suis comme, oh, whatever, mais là, je mange n'importe quoi. Fait que je me sens mal. Puis c'est comme un genre de cycle. Mais à travers de ça, il y a quand même des semaines, des mois même où c'est juste que j'y pense plus, mais ça revient tout le temps. On dirait que vu que j'ai eu des troubles alimentaires quand même jeunes, autour de entre 13 puis 17 ans, on dirait que même si, genre, je suis plus boulimique, whatever, genre, c'est comme resté d'une certaine façon, fait que ça se manifeste dans des périodes comme ça, genre. Je me rappelle vraiment quand j'étais jeune, jusqu'à 15-16, je me suis tout le temps dit que j'étais vraiment stable émotionnellement. Puis pourtant, j'ai commencé à avoir en arraché, là, 16-17 ans, c'est tout le temps ces années-là. Puis je pense que à ce moment-là, j'étais dans une relation avec quelqu'un qui avait des problèmes de santé mentale. C'était pas toxique, pas problématique. C'était une relation formidable. J'aime encore beaucoup, beaucoup, beaucoup cette personne-là. Mais je pense que le fait de le voir comme chez quelqu'un qui était diagnostiqué et médicamenté pour plusieurs troubles, ça m'a juste mis en tête que vu que moi, c'était pas au point d'être diagnostiqué et médicamenté, c'était absent, tu sais. Puis c'est pas de sa faute, là, cette personne-là, mais pas du tout, là. Mais juste que je pense que les images qu'on a eues aussi quand on était jeunes de les problèmes de santé mentale, c'est tout le temps un peu poussé à l'extrême. C'était via des séries où c'était romantisé, comme dans Skins, des affaires comme ça. Oh c'est tout le temps ultra romantisé. Fait que tu te dis, OK, si je suis pas rendue là, je suis correct. Fait que j'ai pas besoin d'aide. Puis je pense qu'on s'empêche beaucoup d'aller chercher de l'aide, d'aller parler à des psychologues, à des psychiatres, à verbaliser le fait qu'à un certain moment, on n'est pas bien, puis que, OK, là, je suis plus assez outillée pour me gérer seule. Je pense que mais le syndrome de l'imposteur aussi, beaucoup. Là, beaucoup. On voit tellement de pires cas, tu sais, même moi, par rapport à l'alimentation, je pense que c'est ma plus grande bataille de vie jusqu'à date. Puis je trouve que j'ai encore des fois le syndrome, même si je sais que j'ai un problème, il y a tellement des problèmes comme la boulimie, l'anorexie, qui sont, quand on pense à un trouble alimentaire, c'est ça, puis c'est tellement poussé loin qu'on a l'impression que tant qu'on n'est pas aussi loin que ça, on mérite pas, ben pas qu'on mérite pas d'être diagnostiqué, mais on n'est pas digne de ce trouble-là. On s'y voit, on se reconnaît pas dans ça. Ouais. Fait qu'on sent qu'on n'a pas la place à en parler ou qu'on peut pas se dire anxieux, on peut pas se dire dépressif si c'est pas comme à un point grave. Fait que c'est peut-être ça aussi, le syndrome de l'imposteur, de ne pas vouloir assumer qu'on va mal. Ça a souvent été ça, en fait. Ça revient périodiquement, là, ce syndrome-là, je trouve, pour beaucoup, beaucoup d'aspects de ma vie encore aujourd'hui. Mais comme tu dis, justement, je vais pas te demander c'était quoi ton trouble, là, mais moi, c'était l'orthorexie. Fait que c'était pas... Puis je faisais de la bigorexie aussi, je m'entraînais à un point vraiment très, très, très intensif, qui était too much, là, puis... tout le monde me disait tout le temps, ah, t'es tellement en santé, t'es tellement saine, t'es tellement saine, nanana. Puis j'étais comme, tu sais, je m'entraînais 11 fois semaine, genre, vraiment à côté, je mangeais quasiment rien, puis, mais je mangeais bien. Fait que ça n'a pas sorti du radar. Tu sais, même quand j'en ai parlé à ma famille plus tard, c'était genre, ah mon Dieu, sérieusement. Puis
Je pense que le fait que ça soit pas tout... Le fait qu'on ait établi genre des moules très, très, très stricts à certaines maladies mentales fait en sorte que si tu rejoins pas exactement ça, puis tu rejoins pas les représentations qu'on t'a fait gober quand tu étais jeune, ben tu vas te dire que c'est juste une mauvaise passe, une passe creuse, j'ai pas besoin d'aide. Ouais. Ou si c'est pas visible à l'œil nu, si la personne ne la voit pas se faire vomir, tu la vois pas petite comme ça, tu vois pas quelqu'un en larmes à terre, t'es comme ouais, mais c'est triste, c'est passager. Puis, mais après ça, c'est comme contradictoire parce que quand des fois la personne en parle beaucoup, justement, t'es comme ah, mais tu fais juste attirer l'attention. Fait que c'est tellement, la ligne est tellement mince et touchy. Par rapport à l'alimentation aussi, on dirait qu'il y a tellement de façons que c'est comme valorisé, genre de bien manger, de full s'entraîner et tout. Fait que les gens, ils ont comme un genre de voile automatique. Fait que si, genre, ils voient que tu t'entraînes, comme tu dis, genre 11 fois par semaine puis que tu manges full bien, c'est genre, il n'y a pas de flag qui est comme raised, tandis que ça devrait, tu sais, genre, parce que c'est comme positif, mais poussé à un point où ça l'est plus, genre. Mais les gens, souvent, on dirait aussi que c'est comme un reflet de comme ah, moi aussi, j'aimerais full ça bien manger, j'aimerais full ça m'entraîner souvent. Fait que c'est comme ah, cette personne-là, sûrement qu'elle va full bien puis qu'elle fait la bonne affaire. Genre, mais comme tu sais, des fois, c'est juste un problème. Fait que c'est dommage aussi, là. Puis ça donne pas le goût d'en parler non plus. Tu sais, je veux pas parler pour toi, mais comme moi, dans mon cas, genre, quand je m'entraînais full puis que je mangeais full bien puis que tout le monde me félicitait, quand je perdais du poids aussi, c'est genre ah, OK, mais je vais pas dire que j'ai un problème parce que t'es comme fière de moi d'une certaine façon, genre. Puis c'est comme toxique de cette façon-là, je trouve. Ouais. C'est quoi votre relation avec les troubles de santé mentaux? Je vais aller. Relation avec les troubles de santé mentaux. Ce qui est le plus difficile, c'est les dissociations, parce que des fois, je vais super bien, puis là, pendant une semaine, je dissocie, puis je comprends plus rien. Puis je suis super perdue, puis il y a des trucs qui me font peur, mais je comprends pas pourquoi. J'ai peur, en tout cas, bref, c'est tout le temps un peu flou. C'est quoi un état de dissociation pour toi? Comment tu le vis? J'essaie de le décrire à des amis pour qu'ils comprennent. C'est un peu... il y a différentes sortes de dissociation. Ça dépend d'une personne à l'autre, là, vraiment. Pour moi, c'est plus de se sentir comme une coquille vide. Fait que j'ai l'impression que je sors de... Je suis encore ici, j'existe encore, mais ici, il n'y a plus rien. Fait que quand ça m'arrive, des trucs qui sont familiers, je vais les voir comme étant familiers, mais je vais pas les reconnaître. Fait que, mettons... je suis chez moi, je sais que je suis dans ma cuisine, mais je reconnais pas pourquoi je reconnais cet endroit-là. Puis, ça devient des loops de comme, tu as peur parce que tu comprends rien, mais en même temps, t'es pas là. Fait que t'es aucunement présent émotionnellement non plus. Fait que pour moi, c'est plus je décrirais coquille vide, là, pour simplifier. Mais je pense que je me laisse vraiment plus le temps de gérer ça. Puis d'en parler si j'en ai le besoin. Je pense que j'essaie de m'écouter le plus possible, puis d'éviter justement d'ignorer ces émotions-là, puis ces périodes-là. Fait que j'aime bien me laisser les vivre, même si des fois c'est un peu bad trippant, je dirais. Ouais. Moi, je sais pas. Je dirais que, ayant côtoyé quelques personnes avec des troubles comme ça, je sais pas, j'en ressors comment. Je vis bien dans le sens que j'ai l'impression que dans la position dans laquelle j'avais été mise, j'ai été bonne, je pense que j'ai été forte, j'ai été présente, j'ai été là du mieux que je pouvais. Je me suis pas trop laissée aller, j'ai pas trop mis de moi. Ça a été difficile là, parce que j'étais très proche de la personne en particulier, j'ai été très proche d'elle, fait que je pense que ça a été difficile, là, c'est sûr. Je pense que ce que je trouve dommage, c'est que ça m'a quand même un peu effrayée parce que j'ai été là dans des moments d'énormes crises. Puis ça m'a affectée vraiment émotionnellement aussi, fait que je pense que on dirait que maintenant, moi, mon impression, c'est... surtout en couple, mettons, ou en relation amoureuse, j'aurais plus tendance à dire comme « Oh non, embarque-toi pas là-dedans », ce que je trouve horrible à dire, parce que je suis comme « Voyons non, genre, c'est pas de sa faute, ces personnes-là méritent leur place, méritent d'être aimées comme n'importe qui. » Mais en même temps, j'ai l'impression qu'avec le mode de vie que j'ai, où
même pas le mode de vie, juste en général, juste comme j'aurais tendance à dire j'ai pas envie de m'embarquer là-dedans parce que nécessairement, mais dépendamment du stade que la personne est, ça peut être ça peut être des montagnes russes puis ça peut être vraiment difficile. Fait que je sais pas comment je me sens honnêtement face à ça. J'ai l'impression que je suis comme je vais jamais juger quelqu'un, je vais jamais moins aimer quelqu'un pour ça. J'ai juste l'impression que j'irais pas sauter là-dedans à pieds joints, genre ouais je veux 100%. On dirait que j'ai plus envie de garder mes distances à cause de ce que j'ai vécu, mais je pense que le futur, il va arriver ce qui va arriver. Dans le sens, si quelqu'un rentre, il arrivera ce qui arrivera, puis je pense que je vais bien gérer rendu là. Ouais. Je comprends. Je pense qu'il faut définitivement être comme outillé, genre, face à ce genre de situation-là. Puis aussi, tu sais, je pense qu'il faut pas se sentir mal de comme, devoir se protéger d'une certaine façon. Tu sais, tu dis que tu étais comme full affectée émotionnellement quand tu avais cette relation-là avec quelqu'un. Puis c'est totalement valide. C'est vraiment fair. Je pense un peu la même chose que toi. Encore une fois, comme je pense que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont des troubles de santé mentale. Puis je pense que je suis capable, dépendamment de où je suis dans ma vie ou genre dans mes propres troubles de santé mentaux, comme j'essaie d'être là le plus possible. Mais je pense aussi qu'il faut penser à soi parce que ça peut aussi ne pas être efficace d'une certaine façon. Comme, tu sais, si vous êtes deux à comme essayer de vous aider, puis après ça, bien, comme, tu sais, ça fonctionne pas parce que vous n'êtes pas outillé à ce moment-là pour comme, vous aider. Fait que je pense que c'est vraiment une question de timing puis d'adaptation, genre. Je pense qu'il y a aussi une gestion là, de ses propres problèmes. Parce que même si ce n'est pas de la faute à la personne qui a ces problèmes-là, ben je pense qu'il y a quand même une responsabilité qui retombe pas sur les autres. Je pense que c'est vraiment facile en couple monogame de « OK, je me rattache à toi, t'es mon ancre, tu deviens ma personne ressource, j'ai plus besoin d'aide, j'ai toi. Puis ça devient maladif, ça devient obsessionnel et c'est absolument traumatisant pour les deux personnes. Fait que je pense que justement, ça peut être très traumatique, là, comme ça l'a probablement été pour toi. De mon bord, j'ai eu des relations qui étaient extrêmement saines, dans laquelle la personne en question avait beaucoup de problèmes, mais il a agi tellement... j'ai vraiment été chanceuse, en fait, je pense. Puis je pense que cette personne-là s'écoutait énormément, me communiquait ce qu'il avait à me communiquer, mais en même temps, ne voulait pas m'en mettre trop sur les épaules, ne voulait pas faire en sorte que ça devienne une relation d'aide absolue ou de... C'est ça, de s'accrocher un peu trop, là, comme on voit dans nos représentations cinématographiques de 2012-2013, genre un peu. Mais ouais, je pense que ça dépend aussi, c'est ça, de la personne, elle est rendue aussi avec. Est-ce qu'elle a accepté ça? T'sais, il y a tellement de phases, puis il y a tellement de niveaux à ça que je pense que ça dépend si cette personne-là est rendue où. Puis c'est juste ça. C'est qu'en général, la ligne, elle est très mince entre vouloir être là, se sentir mal de ne pas être là, mais en même temps, c'est vrai que c'est pas ta responsabilité. Pour n'importe qui, même dans les amitiés, là, je veux dire, ça nous arrive tous, je pense, de trop donner à un ami, puis de ne pas en recevoir, ou même pas de juste se perdre là-dedans, puis de se sentir mal dès qu'elle va pas bien, puis de se dire que c'est de sa faute, mais en même temps, tu dis c'est pas ma responsabilité, mais genre, c'est facile à dire, mais tu te sens pas nécessairement mieux parce que tu le sais. Donc, fait que, la ligne est mince dans n'importe qui tu côtoies Je pense qu'il faut se donner une chance aussi en relation quelconque de pouvoir être 100% honnête avec à quel point on est à l'aise de gérer ces problèmes-là. Je pense que c'est super important que l'autre personne... Parce que je pense qu'on a un problème à accepter le rejet, on a un problème à accepter les non. Puis je pense que c'est primordial de changer ça, autant dans le consentement sexuel que dans le consentement de manière générale. Parce que étaler ses traumatismes à un ami, s'il n'est pas prêt, c'est extrêmement violent, je trouve. Des fois, ça se contrôle pas. Là. Puis je pense que c'est une discussion que les gens doivent avoir entre eux, mais c'est tellement important de pas se perdre dans une relation, dans le sens où on ne s'écoute plus parce qu'on se dit qu'on doit absolument aider la personne. Je pense qu'il faut que dans une relation où il y a des personnes qui ont besoin d'aide mutuellement, mettons, je pense qu'il faut normaliser le fait de se dire « OK, ce sujet-là, je peux plus. En ce moment, je suis pas en position de pouvoir t'aider. Je peux t'écouter, je peux faire ça, mais ça s'arrête ici. » Puis de pouvoir proposer des ressources aussi qui sont
qui sont aptes à aider cette personne-là, qui est dans le besoin. Là. Je pense que, justement, dans la communication, je pense qu'on peut établir des limites qui sont assez claires, puis c'est vraiment, 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 vraiment important d'être honnête avec soi-même et avec les autres pour ça, je pense. Il y a quelque chose dans mon cercle d'amis proches qui est comme établi. Ça, c'est juste fait naturellement. C'est vraiment juste... C'est sûr qu'il y a des situations de crise et tout, mais comme si c'est juste comme une mauvaise journée. Pas juste, ça peut vraiment être pas une mauvaise journée, mais comme c'est de demander avant d'entamer une discussion, genre, est-ce que c'est une bonne place à ce moment pour que je vente ou que je parle de comme ce truc poche-là? Puis je trouve que c'est tellement important parce que, tu sais, genre, c'est ça, encore une fois, c'est une question de timing, là. Des fois, même si tu adores la personne de tout ton cœur, tu n'as pas nécessairement envie d'être comme, OK, t'as donné ton attention, puis d'être comme, OK, je t'écoute, puis tu sais, ça va être une discussion difficile. Fait que je pense que c'est ça, c'est vraiment le consentement, là, de demander avant, puis ça change absolument tout, là. Oui, vraiment. Qu'est-ce qui pourrait être changé dans le monde qui améliorerait votre qualité de vie? Définitivement l'empathie. Encore une fois, je pense que si tout le monde était plus empathique, ça irait tellement mieux, genre dans tous les aspects de la vie possibles, comme juste de care davantage pour comme les gens autour de soi. Puis après ça, ça ferait un genre de cycle que les gens que tu cares pour seraient comme « Ah, cool, je pourrais care pour les gens autour de moi. » tout. Fait que ça ferait, je sais pas, je pense que ça changerait définitivement tout. Moi, je trouve que la question est vraiment très, très complexe. C'est difficile de choisir un truc. Je pense qu'il faudrait défaire tout le système en place, si je peux dire ça comme ça. Ça englobe beaucoup, beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a énormément de déconstruction à faire, énormément de progrès à faire. Puis même là, l'utilisation de certains mots comme progrès, je trouve que toute une pensée reliée à une façon de produire plus vite, de uniquement aller en hausse, puis pas perdre de temps. Je trouve que, en fait, non, ce qui changerait le monde, c'est si on prenait notre temps. Si on était plus lent, je pense que ça nous permettrait de voir les possibilités qu'on a. Je pense que ça nous permettrait aussi de peut-être penser à autre chose que le temps, c'est de l'argent, là, des affaires comme ça. Ça fait du sens. Ça a du sens, je sais pas, ouais. Mais c'est parce qu'il y a tellement... Tous les systèmes sont interreliés, fait que c'est un petit peu difficile de juste dire « Ah, il faudrait changer le système en place », parce qu'après... Un avec l'autre, ouais. Puis ça, je trouve qu'il n'y a plus beaucoup de luttes qui sont intersectionnelles au sens très, très large du terme. Je pense qu'on se concentre sur une lutte à la fois en oubliant que il y a plusieurs systèmes de pression, même dans le féminisme, justement. Il y a des systèmes de pression dans les mouvements féministes. Je pense qu'on oublie souvent qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de relations de pouvoir qui sont toutes entrecroisées. Puis j'ai comme l'impression que maintenant, avec l'ère médiatique, on a l'impression que les révolutions peuvent se faire en 2 semaines, alors que ça peut prendre une vie complète. Ça peut prendre des années et des années. Et on a des millions de choses à déconstruire. Je pense que c'est ça que je voulais dire par l'importance de la lenteur. Arrêter de vouloir faire le plus vite possible, parce que je pense que ça fait juste nous nuire puis nous empêcher de voir ce à quoi on a accès. Là. Et puis on dirait qu'on l'a full vu cet été. Corrige-moi si ça n'a pas vraiment rapport, mais non, avec comme, mettons, pendant un moment, c'était comme, OK, on focus sur Black Lives Matter, puis après ça, enchaîner la vague de dénonciation. Mais tandis que, là, ça a fait, OK, on passe de ça à ça, mais ça aurait tellement pu faire une genre de continuité entre les deux qu'il n'y a pas eu, selon moi. Fait que, genre, c'est vraiment ça, là. On dirait que, comme tu dis, à l'ère médiatique, c'est comme, OK, là, on fait ça, mais il faut faire ça aussi. Puis comme à la place de, comme dire, on peut faire tout en même temps, d'une certaine façon, c'est genre, OK, il faut passer à ça. Puis c'est comme, il y a pas l'aspect de lenteur, comme tu dis, genre, l'aspect aussi de, comme, analyser la situation réellement, puis genre, de comme vraiment se forger une vraie opinion, I guess. Ouais, puis de prendre le temps aussi, parce que je pense que les mouvements collectifs, c'est primordial, mais je pense aussi qu'on faut prendre un temps individuel aussi à déconstruire ce qui nous nuit, tu sais, puis au moins commencer un petit processus de déconstruction en étant à l'aise et honnête avec où on est rendu dans ce processus-là. Puis ensuite, collectivement, je pense que ça peut être quelque chose qui est extrêmement bénéfique. Comment les 2 mouvements sociaux qu'il y a eu dans l'été passé ont affecté vos vies et affectent encore vos vies maintenant? Est-ce qu'il y a des changements qui ont eu lieu dans vos vies par rapport à ces mouvements-là, ou est-ce que
ça a été bref, ça a duré 1 mois, 2 mois, puis ça c'est revenu à la normale? Moi, je dirais que ça a eu un changement encore aujourd'hui. Je pense qu'avant, mais d'abord, mettons, comme j'ai mentionné plus tôt dans la vague de dénonciation, moi, j'ai perdu des gens que c'est définitif, puis c'est du long terme, puis que j'ai fait une croix, puis que c'est passé à autre chose. Fait que c'est sûr qu'il y a eu ça. Je pense que... Ça a été facile de faire ça? Non, ça a été difficile, entre autres parce que je pense que je suis une personnalité publique aussi, fait que de le faire dans l'œil du public, autant que le but, c'était de le faire dans l'œil du public pour le dénoncer au public, mais de savoir aussi que je suis un peu jugée sur tous mes mouvements, j'étais jugée sur si je le dénonçais pas, j'étais jugée sur si je le dénonçais, si... après ça, mettons que j'avais décidé de redevenir avec, tu sais, peu importe les choix que j'aurais faits par la suite, si j'avais comme cette pression-là de devoir me justifier ou d'expliquer quand c'est pas à personne d'autre de le savoir que moi et ma relation avec cette personne-là. Fait que, ça a définitivement été difficile. Est-ce que tu l'as fait pour toi ou est-ce que tu l'as fait justement à cause de cette pression-là qui était mise de l'œil du public? Je pense que je l'ai faite un peu pour les deux, peut-être. Un peu parce que oui, je sentais effectivement une pression du public. Mais c'est surtout pour défendre toutes les autres filles qui se défendaient. Puis j'avais l'impression de, justement, les classiques de on dit qu'on est là, on dit qu'on est à l'écoute, on dit que if I'm friends with your abuser, genre tell me and that'll change. Puis j'étais comme, mais j'ai été mis dans cette position-là. Puis je me sentais vraiment hypocrite de là, parce que c'est mon ami à moi, que là, j'allais pas dénoncer. Je trouvais ça extrêmement hypocrite. C'était dans mes valeurs, justement. Moi, je me mettais à la place de ces victimes-là. Bien, pas ces victimes-là, je ne veux pas dire que c'est des victimes, mais de ces filles-là qui l'ont dénoncé. Puis j'aurais aimé avoir la solidarité d'autres femmes ou peu importe. Donc, oui, je l'ai faite parce que, ayant été dans leur position, j'aurais aimé qu'on fasse de même pour moi. Puis sinon, par rapport au Black Lives Matter, je pense que avant 2021, je pense que j'avais jamais vraiment envie de mettre mon pied à terre. J'avais jamais vraiment envie de m'impliquer dans des discussions par rapport à ça. Je laissais les autres en discuter, puis moi, j'étais comme consciente de ce qui se passait, mais pas que j'étais pas intéressée, mais c'est pas quelque chose que j'avais l'impression qui m'affectait à un point de vouloir être proactive dans ça. Fait que je pense qu'avec ce qui est arrivé, je pense que j'ai réalisé à quel point c'était vraiment plus sérieux, puis en fait, que j'avais une responsabilité là-dedans. Je pense que je me voyais comme j'avais pas de responsabilité, puis que le simple fait que, mettons, moi, j'étais pas raciste ou que j'acceptais pas ça, c'était comme en masse. Puis là, j'ai réalisé que non, puis que j'ai une part à jouer là-dedans et que je peux, même si c'est un micro-changement, que j'ai ma place à créer un changement. Et fait que je pense qu'à ce jour, ça m'affecte encore parce que je suis entourée de gens qui m'aident à devenir une meilleure personne face à ça, puis qui me poussent qui me donnent plein de podcasts à écouter, avec qui je peux avoir ces discussions-là, qui m'éduquent sur le sujet, qui m'aident à m'éduquer sur le sujet. Fait que je pense que oui, pour moi, je pense que je change tranquillement, mais sûrement pour le meilleur. Ouais. Belle réponse. Moi, je pense que ça aussi avait encore des impacts aujourd'hui, ça. Si on ressent encore les impacts aujourd'hui. Ouais, les réponses sociales, est-ce que c'était bref? Ouais. Je pense pas que c'était bref. Non, je pense pas que c'était bref. Je pense que ça dépend pour les gens aussi. Moi, ça a plus encouragé une sorte d'engouement que j'avais déjà là, pour ces deux enjeux-là. Là. Je pense que ça faisait un petit moment que j'avais commencé à lire sur un féminisme qui était plus décolonial, là, comme quand j'en parlais tantôt, j'avais réalisé que le féminisme qui m'avait été inculqué était en fait très, très blanc. Fait que je pense que, oui, ça a encore des effets aujourd'hui. Ça a été une grosse prise de conscience, puis je pense que... Mais il y a deux aspects que je retiens de ça, en fait. Il y a le fait qu'à l'ère de l'individualisme, je pense qu'on essaie beaucoup de s'attaquer aux individus qui représentent cette image de personnes racistes ou de personnes misogynes, alors que le nombre de dénonciations qu'il y a eu, là, je pense qu'on peut
prendre en considération que ça veut dire qu'il y a un problème dans la manière dont on socialise les gens. Là, c'est ridicule. Là. C'est ridicule à quel point il y a beaucoup de femmes qui vivent de violences sexuelles. Il n'y a aucune de mes amies qui ne s'est pas fait harceler, agresser ou autre. Tu sais, c'est assez frappant là, quand tu le réalises, je pense. Puis, c'est ça, je pense qu'on a tendance à s'attaquer aux gens directement, alors que ce n'est pas ça le point. Il faut comprendre pourquoi c'est autant normalisé, pourquoi c'est invisibilisé, puis pourquoi on fait comme si c'était normal. Autant que ça concerne beaucoup d'enjeux, en fait, je pense, cette obsession-là à vouloir changer les gens, comme si c'était pas le système aussi qui était fautif. Pourquoi ça serait créé, tu sais? Je pense aussi que tu as un petit peu effleuré le sujet de cancel culture, de aussi la pression de laisser les agresseurs dans le vide. Moi, je suis pour l'abolition des prisons. Je suis contre la police. Puis, par le fait même, je crois que même si on a un droit de choisir comment on se positionne par rapport à ça, je pense que c'est important de ne pas oublier que laisser ces personnes-là sans ressources, ça peut construire une haine et une rage qui est incontenable. Je crois que ça va faire en sorte que la personne va devenir encore plus agressive, encore plus violente dans ses propos, dans ses actions. Fait que, moi, j'ai call out mon agresseur. Ça a été formidable. Ça a été très libérateur. J'ai été soutenue. J'ai été énormément soutenue. Je suis tellement reconnaissante d'avoir le cercle que j'ai. Mais j'ai écrit à la personne que j'ai dénoncée, je lui ai dit « J'espère vraiment que tu vas aller chercher de l'aide. Je veux que tu saches que je fais pas ça pour te faire du mal. Je veux juste qu'il y ait une prise de conscience. J'espère que tu vas quand même avoir du monde dans ton coin qui vont être prêts à avoir des discussions difficiles avec toi concernant la manière dont tu agis sexuellement avec les gens parce que c'est extrêmement problématique. » Cela dit, je pense qu'il faudrait avoir un système de justice qui soutient autant les victimes que les agresseurs, parce que des deux cas, non, peut-être pas du même. Qui soutient les victimes, qui reconnaissent que les agresseurs sont agresseurs, mais aussi qui offre une certaine aide thérapeutique pour qu'il y ait une sorte de réhabilitation, là, parce que c'est ce qu'on a fait. Je pense que, tu sais, comme tu disais, le post, je me rappelle, si je suis amie avec ton agresseur, envoie-moi un message, puis ça va être fini. Si je pense à un de mes amis qui s'était fait call-out, mettons, il s'est pas fait call-out, là, mais mettons qu'il s'était fait call-out, je pense à un cas spécifique, ça aurait été extrêmement difficile, mais je me serais dit, OK, je suis peut-être un tout petit peu assez outillée pour pouvoir le pousser vers le bon chemin. Cela dit, je vais pas rester un ami proche, je vais pas venir boire un verre avec toi, je vais pas avoir des discussions cool qui sont pas centrées là-dessus avec toi. Je vais essayer de t'apporter une forme d'aide, je vais essayer de t'apporter des ressources. Ce que je peux faire, je vais essayer de le faire. Je vais écrire aux victimes, par contre. Ça, je trouvais ça super important, d'être transparent. Allô, je suis pas en support avec ce qu'il fait, ce qu'elle a fait. Je te supporte, je te crois absolument à 100%. Cela dit, je crois que je peux être d'une aide quelconque pour faire en sorte que ces actions-là ne se reproduisent pas dans un continuum infini. Tu sais. Mais ça, moi, je pense que c'est ça que j'ai trouvé le plus dur, c'est que, pas nécessairement plus dur que les filles à qui c'est arrivé, mais d'être un ami aussi, je trouve que c'est extrêmement touché parce que mon plus gros dilemme, c'était ça, c'est que j'étais comme, je supporte tellement pas ça. Je veux tellement, comme, je veux pas t'avoir dans mon réseau d'amis proches, comme ça fonctionne pas. Mais en même temps, je pense pas non plus que la situation, c'est que t'aies plus de ressources puis que tu sois laissé à toi-même, puis que tu te fasses mettre en dehors de chez toi, puis que je sois plus dans ta vie nécessairement. Nous, on l'a poussé à aller consulter. J'étais comme, si tu consultes, si je vois du changement, on verra. Fait que, on essayait, moi, j'essayais de mettre en place des règles ou des conditions, genre des compromis, des conditions. Mais encore là, c'est comme je disais tantôt, genre, si je voulais un jour redevenir avec, j'ai comme la pression
de plein de gens, tu as comme besoin de te justifier de pourquoi tu es ami avec cette personne-là. Puis c'est ça l'affaire, je trouve que ce qui est difficile, c'est que, en tout cas, moi, cette personne-là, je l'ai vue, tu sais, clairement, c'est une maladie mentale, là, vraiment. Puis c'est ça qui est difficile. Tu sais, je pense que dans tout, même pas juste les agressions sexuelles, que ce soit de l'intimidation, peu importe la violence, c'est qu'il y a un manque en quelque part. C'est quelque chose qui est déréglé dans ton cercle, dans ta vie, pour que tu sois comme ça avec les autres. Fait qu'effectivement, je pense pas que c'est toujours des causes perdues. Je pense pas que ces gens-là ne méritent pas. Je crois quand même vraiment beaucoup en la deuxième chance, mais je trouve ça dur, en tant qu'ami, de se positionner là-dedans, puis de les laisser eux-mêmes, d'être un peu là, d'être beaucoup présent, parce qu'étant meilleure amie avec cette personne-là, tu veux être aussi la plus présente pour eux. J'ai pas trouvé la réponse absolue, c'est juste extrêmement touché. C'est super difficile. C'est ça, comme, je pense que j'y pense à chaque semaine, genre de ça, parce que justement, il y a eu tellement, le mouvement était tellement gros, il y a eu tellement de personnes dénoncées, comme des milliers de personnes, puis je suis comme, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? T'sais, ils disparaissent pas, là, ils sont encore là. Fait que c'est comme, qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là après les avoir dénoncées? Puis je pense que, justement, une des failles de cette vague de dénonciation-là, c'est juste genre, OK, cette personne-là, on la cancelle, mais comme, oui, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, genre, parce que, tu sais, c'est quand même une personne qui existe, une personne qui a comme, tu sais, genre, je veux dire, une personne qui a des sentiments, mais pas dans le sens genre, ah, pauvre personne, je vais lui faire un câlin, mais dans le sens que, tu sais, il y a tellement d'apprentissage à faire, il y a tellement de travail à faire. De recréer ces patterns-là. Mais aussi, j'ai l'impression que les laisser à eux-mêmes, sans aide, sans support, comme tu as dit tantôt, ça fait pas l'effet, ça fait l'effet contraire. Ça fait que sans ressources, sans aide, sans consultation, cette personne-là va pas changer, cette personne-là va pas comprendre, puis ça va juste, il va se créer une autre vie, puis ça va se reproduire dans un futur proche ou lointain. Mais après ça, est-ce que c'est à toi de faire ce travail-là avec lui? Pas nécessairement. Non, ça, c'est du cas par cas. Je pense que ça repose sur quelque chose qui est super intime, là. Je pense que tu as le droit de choisir. Après, c'est clair que, tu sais, comme tu disais, il y a un besoin de justification qui est valide, je pense, selon moi. Je pense que ben oui, si on n'a pas du support à ces personnes-là, c'est quand même important de, justement, dire aux victimes « Salut », tu sais. Je te crois quand même. Mais je pense après que c'est des fois... tu sais, j'ai vu du monde supporter les agresseurs en se mettant le doigt dans l'œil, là, vraiment, comme en se disant qu'ils étaient parfaitement outillés pour le faire. Puis j'étais genre... Tu sais, il faut quand même être réaliste, là. On n'est pas des thérapeutes sexuels. Ça peut être de pousser les gens vers des ressources, comme quand un ami souffre d'une maladie mentale, c'est vraiment pas du tout comparable, mais je veux dire, tu vas pas être son psychologue, tu vas pas être son psychiatre. Là. Tu vas pouvoir le guider vers un chemin, mais après, ça repose sur la personne complètement, là, si elle veut s'aider ou non. Fait que c'est un petit peu difficile aussi de trancher, justement. Ouais. Ça va être ma dernière question. Avez-vous déjà publié quelque chose de militant sur les réseaux sociaux par souci de performativité? Je pense que notre existence même sur les réseaux sociaux nous rend performatifs. Après, ça veut pas dire que tu te colles pas à l'image que tu dégages, mais je pense que... justement, on parlait de processus de déconstruction. Je pense que tu avais glissé un mot plus tôt. C'est important d'être honnête avec soi-même où on est rendu, puis pas de se mentir, parce qu'après, tu vas arrêter, je pense, de te remettre en question. Si tu te convaincs tellement que tu es rendu loin dans ce processus de déconstruction-là, peu importe qu'est-ce que ça touche. Fait que je pense que c'est... Je pense que tout est performatif. Je pense que, justement, il nous reste encore beaucoup de choses à déconstruire. Je pense que je partage mettons, un post antiraciste ou contre la misogynie. Je pense que ça veut pas dire que j'ai complètement déconstruit ces concepts-là, là, vraiment pas du tout, tu sais. Puis je pense qu'il faut juste être honnête aussi avec soi-même où on est rendu là-dedans. Enfin, je pense que notre existence, même sur les réseaux sociaux, est performative, mais ça veut pas dire que t'es si loin de ce que tu veux projeter aussi. Là. Je pense que ça dépend des gens, vraiment. On dirait qu'il y a un genre de drôle de clash avec les réseaux sociaux qui font en sorte que, OK, si tu montres pas que tu supportes un certain truc, genre ça veut dire que tu le supportes pas, mais comme
sais, c'est pas la vraie vie, les réseaux sociaux, dans le sens que, tu sais, ça se peut qu'une personne qui a des valeurs antiracistes, genre, pose jamais là-dessus, mais dans sa vie de tous les jours, veut comme call out des situations ou whatever. Puis, tu sais, c'est ça l'important d'une certaine façon. Puis, tu sais, genre, quand quelqu'un a une grande plateforme puis va parler d'un enjeu, oui, c'est super nice, puis tant mieux si plusieurs personnes peuvent le voir et tout, mais en même temps, c'est correct de ne pas le faire aussi, genre, surtout si on ne se sent pas outillé, puis aussi, tu sais, c'est juste les réseaux sociaux, là. Ouais. Je pense qu'il y a eu un boost aussi dans tout ce qui était militant, puis dans le militantisme, puis l'activisme, puis ça peut être super cool, mais je pense que souvent, on oublie que justement, tu sais, publier sur les réseaux sociaux ne veut pas dire que soudainement, si je m'affirme alliée, je suis alliée, tu sais, c'est pas... On dirait que... on oublie qu'il y a quelque chose extérieur à notre image sur les réseaux, surtout en temps de pandémie, parce que c'est un des seuls moyens qu'on avait de communiquer. Fait que je pense que ça nuit à certaines personnes de vouloir tellement faire partie de ça qu'à un moment donné, t'es plus vraiment honnête avec toi-même, je crois. Oui. Puis il y avait aussi justement cette idée-là de si tu poses pas, ça veut dire que t'es pas en accord avec ça. Puis je trouve ça ridiculement hypocrite. Puis aller call out la personne, genre, ah, j'ai vu que tu n'avais pas parlé de ça. Genre, c'est quoi de donner cette grosse pression-là? Je trouve ça tellement intense. Tu sais pas qu'est-ce que cette personne-là fait comme travail, genre, à l'extérieur des réseaux sociaux. Puis, tu sais, je veux dire, tant que la personne poste pas des trucs qui sont comme full racistes puis genre violents, puis d'une certaine façon, tu sais, c'est pas nécessairement de tes affaires de comme aller y écrire puis être comme hey, what's up avec genre. Je sais pas comment être affecté aussi par cette situation-là. Oui, mais c'est ça. À moins que tu sois extrêmement proche avec cette personne-là, genre souvent, tu sais pas comment cette vague-là l'affecte. Fait que tu sais pas, elle est rendue émotionnellement, peut-être qu'elle est juste pas prête à en parler à personne, encore moins sur les réseaux sociaux. Genre, tu sais pas si la personne allait le faire non plus, là, tu sais pas, genre, tu sais, on dirait que, comme tu dis, genre, il n'y a pas assez de lenteur, puis on dirait qu'avec les réseaux sociaux, il faut tout le temps aller vite, mais tu sais, c'est correct de, comme, se prononcer sur quelque chose ou pas, mais de se prononcer, comme, dans les semaines suivant un événement ou whatever, tu sais, la situation existe encore, puis comme, c'est pas, une cause sociale est pas terminée, comme tu dis, en 2 semaines, là, fait que c'est correct d'en parler à n'importe quel moment, tu sais. Je pense qu'il y a aussi, genre, une pression de performer, de démontrer qu'on était actif par rapport à ces enjeux-là. Puis je pense qu'encore une fois, ça a comme fait en sorte que certaines personnes ont pris la parole alors que c'était genre... On voulait pas savoir. C'est le temps que tu arrêtes de parler et que tu écoutes. Fait que je pense que le fait de vouloir projeter tellement une image militante et alliée, des fois, ça peut juste faire en sorte que tu es tellement concentré sur l'image que tu projettes à ce moment-là que tu ne vas pas nécessairement prendre le temps de comprendre exactement c'est quoi l'enjeu, puis comprendre les positions des gens qui sont concernés par cet enjeu-là. Je pense que c'est un peu de base aussi d'enfin écouter les minorités qui, pour une fois, ont une certaine visibilité, tu sais. C'était comme... Bon, il était temps, mais là, c'est... Ça veut pas dire que c'est le moment pour toi de venir performer ton soutien. Là, Merci. Merci. Merci beaucoup.